Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque lundi, vous le savez, on parle environnement, on parle des initiatives éco-citoyennes dans notre région. Et elle fait de l'arbre sa priorité, justement dans le Nord-Pas-de-Calais. On découvre ensemble ce soir l'association Les Planteurs Volontaires qui a déjà planté 170 000 arbres à travers notre territoire. Pourquoi le boisement est essentiel? Comment participer? Notre invité ce soir, Raphaël Mérez, donc chargé de mission pour l'association. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Nour Ouladi nous accompagne évidemment comme chaque semaine pour son bon plan écolo. Bonsoir Nour. Bonsoir. Avec ce constat pour les planteurs volontaires, c'est que les Hauts-de-France, nous sommes la deuxième région la moins boisée de France avec un taux de boisement de 14% contre 31% pour le reste du pays. Comment on peut l'expliquer ça très, très concrètement? Je pense qu'il y a deux explications, on va dire, majoritaires. Il y a le fait que le Nord-Pas-de-Calais, c'est une terre agricole, une terre nourricière. Il y a beaucoup d'exploitation agricole, donc forcément, il y a peut-être un peu moins de place pour l'arbre. C'est une question de place, du coup. En tout cas, il devrait y avoir une place pour l'arbre, mais il se trouve que l'arbre est un peu absent des terres agricoles et on est aussi une région très très urbanisée, quoi. Ouais. Voilà. La deuxième plus grande métropole, je pense, de France. Donc voilà. Oui, en tout cas, en termes de territoire, c'est un vaste territoire très urbanisé. Et justement, cette urbanisation-là, elle s'accentue avec les années ou on a tendance à la freiner? Est-ce que vous le depuis 2013? Je pense. Après, c'est mon avis, mais je pense qu'elle a tendance à s'accentuer. Mais vous, est-ce que vous le constatez concrètement qu'il y a certains territoires où vous aviez comme projet, par exemple, de replanter, ou finalement il y a un projet Alors, nous, on plante surtout sur terre agricole. Donc l'urbanisation, on la constate, mais on va dire que notre grand terrain de jeu, c'est plutôt les champs et c'est sur les terres des paysans, quoi. Donc, alors, oui, justement, l'association est née il y a presque 10 ans, en 2013. Et les planteurs volontaires, un petit peu plus de 230 chantiers en presque 10 ans. Où et pourquoi, alors, si on doit résumer justement cette première décennie? Alors, où on essaye d'agir sur l'ensemble de la région. C'est un peu compliqué parce que c'est une grande région, mais on essaye d'aller planter des arbres partout. Et pourquoi c'était ça? Oui. Et pourquoi en fait, on essaye, nous, de répondre, de proposer des solutions à des problématiques que constatent les agriculteurs sur leurs parcelles. Alors quoi, par exemple? Ça peut être, par exemple, des phénomènes d'érosion, par exemple. Alors l'érosion, très très rapidement. Quand il fait très très sec, il va y avoir du vent qui va faire de la poussière, ou quand il pleut très fort, et ça c'est plutôt le cas du Nord. Quand il pleut très très fort, même si le Nord c'est relativement plat, il suffit d'une toute petite pente pour que l'eau dévale. Voilà, l'eau dévale parce qu'elle n'arrive pas forcément à pénétrer les terres. Voilà. Donc par exemple, planter des arbres, ça va permettre de stopper cette érosion, de faire comme un rempart quelque part, et aussi les racines vont faciliter l'infiltration de l'eau. Donc ces arbres-là, ils agissent aussi pour protéger finalement ces exploitations-là. C'est un double usage, on aide à protéger les exploitations et on participe à protéger la nature et à recréer une biodiversité. C'est des arbres qui étaient présents il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, qui ont été enlevés et qu'aujourd'hui on replante. Donc, pourquoi ils ont été enlevés, ces arbres? Ils ont été enlevés pour diverses raisons. On va agrandir un terre. Il y a eu plusieurs. Il y a eu un gros remembrement agricole, plusieurs remembrements successifs, et il a fallu augmenter les surfaces cultivables. Et l'arbre, il pouvait apparaître comme une haie. Nous, ce qu'on plante, c'est des haies surtout. Les haies pouvaient apparaître comme un obstacle. Comme gênante, ouais. Alors, les agriculteurs vous appellent? Comment ça se passe, du coup, cet échange-là? Au début, création de l'association, donc moi, j'étais pas encore salarié, mais je pense que mes collègues devaient beaucoup démarcher. Voilà, ils devaient présenter leurs idées, présenter leurs projets, ils devaient prendre leur bâton de pèlerin, puis aller à la rencontre des agriculteurs. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a une tendance qui s'est inversée.
Depuis 8 ans, l'association elle commence un peu quand même à être connue dans le monde agricole. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de monde qui vient nous chercher, quoi. Oui, parce que comment on identifie, vous le disiez, la région est très vaste, très grande. Il y a forcément des priorités, non ? Comment on identifie, c'est-à-dire les lieux, du coup, les lieux où vous devez intervenir. Alors, moi, comme je vous le disais, on essaie de répondre à des problématiques. Donc souvent, on vient nous chercher, il y a un problème. Ou alors, ça peut être aussi juste des envies de remettre de la biodiversité c'est ce que, dans les champs. C'est ce que j'allais vous demander, parce que là, l'exemple que vous nous avez donné, c'est aussi pour protéger certaines exploitations. Mais concernant la biodiversité, en quoi, justement, replanter, c'est essentiel ? Déjà, l'arbre en lui-même, c'est un habitat naturel. L'arbre en lui-même. Mais du coup, une haie, c'est un écosystème à part entière, exactement. Donc voilà. Donc forcément, moi, peut-être que je me trompe quand je dis ça, mais j'ai toujours cette idée que les grandes parcelles agricoles, voilà, les grands champs de blé, les champs à perte de vue, voilà, c'est quelque part, même si ça produit de la nourriture, quelque part, pour moi, c'est un peu un désert. On voit pas grand-chose. Il y a quelques espèces, voilà, Ça vous frustre un peu. Encore plus si on traite pas que ça me les frustre, surfaces. c'est un constat, voilà. Mais aujourd'hui, remettre des arbres et de la haie, c'est sûr que ça va pas faire de mal aux insectes, aux oiseaux et aux petits rongeurs ou tout ce qui peut habiter dans la haie, dans l'arbre, voilà. Alors vous avez des bénévoles du coup en 10 ans, quelle évolution ? On a pas mal de bénévoles. Je pense que si on prend en compte cette année, on sera presque à pratiquement 10 000 bénévoles qui sont passés sur tous nos chantiers. Parce qu'en fait, nous, la particularité, c'est que les 235 chantiers, c'est que des chantiers participatifs en fait. Ouais. Voilà. Et ces bénévoles-là, ils viennent de tous bords, enfin, c'est un peu tout le monde. Exactement, on a des publics très très variés, ça peut être des habitants du village qui s'intéressent à la vie du ça peut être des écoles, ça peut être des détenus, des IME. Planteurs professionnels, il n'y a pas de non, on accepte tout le monde. D'accord. Planter un arbre, faut avoir l'occasion de le faire au final. Ça, okay. Nous on propose. Et les gros chantiers à venir là pour 2022, l'année commence à peine. Les gros chantiers, là, il en reste plus beaucoup parce qu'en fait, on est sur la fin de la saison là. C'est-à-dire que les arbres, ça se plante de la mi-novembre et nous, on s'arrête à la mi-février. On peut pousser parfois un peu plus loin si le climat le permet. Mais du coup, nous, il nous reste là plus qu'une semaine de plantation. Il nous reste notamment 2 gros chantiers à 1 heure d'ici qui sont là pour le coup c'est pas juste de la haie qui ceinture des parcelles, mais c'est de l'intraparcellaire, ce qu'on appelle de l'intraparcellaire, donc carrément des haies sur la parcelle agricole. Voilà. Et c'est où exactement alors, dans quel coin ? Alors, c'est les rues des Vignes, dans le Cambrésis. Dans le Cambrésis. Ouais. Et une fois que la saison de plantation est terminée, vous faites quoi du coup ? Alors, nous on propose, ou en tout cas on essaie de proposer un programme complet. C'est-à-dire que on vient planter les arbres, mais c'est pas le tout de planter des arbres. Après il faut en prendre soin, les entretenir, et c'est un savoir-faire tout ça. Donc on va faire du suivi, on va visiter les parcelles dans lesquelles on a planté sur plusieurs années. On essaie de monter, on tente de monter des programmes de formation pour accompagner les agriculteurs dans l'entretien de cette haie. Et ensuite aussi on monte les projets, on va à la rencontre. Tout ça sur le reste de l'année. Tout ça sur le reste replanter, de l'année. Donc après, on est une association, donc il faut aussi s'occuper de monter des dossiers, demander de subventions, prend du temps, etc. Voilà, c'est du temps administratif qui prend du temps. Merci beaucoup Raphaël Mérès d'avoir été avec nous donc pour nous parler de cette association, les planteurs volontaires. Vous restez avec nous bien sûr pour la suite du magazine. Le bon plan écolo de Nour, comme chaque semaine et en ce premier jour de vacances d'hiver, Nour, vous nous proposez de prendre l'air mais sans polluer. Tout à fait, en le polluant le moins possible du moins, parce que voyager en limitant au maximum son empreinte carbone, eh bien c'est tout à fait faisable, en commençant par aller plus loin, aller moins loin, pardon. Loin, oui, oh là là. Désolée, j'ai envie de sable fin, mais non, on oublie l'avion. C'est toute l'idée de ma chronique ce soir, et on jette plutôt un œil sur la carte de notre grande et belle région, s'évader dans la campagne et faire la ronde des moulins à vent de Flandre par exemple, ou se promener sur
la côte d'Opale et en prendre plein la vue, le bleu de l'eau, le blanc des falaises, le vert de la végétation, tâter la mer du Nord du bout des pieds, d'un cap à l'autre. Oui, ça vous fait rêver, Marie? Bah oui, on est gâtés. Moi aussi, voilà, j'ai déjà oublié mon voyage très très loin. On est gâtés, c'est vrai, dans notre région, mais quand on y va et surtout comment? Alors, j'ai la réponse à votre deuxième question déjà. Je vous propose une virée en train parce que dans les Hauts-de-France, eh bien, sachez que le réseau TER, c'est près de 3000 km de lignes qui desservent 363 gares et points d'arrêt. Bon, le réseau n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister et vous avez du choix. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Si nous partons de Lille pour aller à Wimereux, c'est 137 km. Alors, en voiture, j'y suis en un peu moins d'une heure et demie et j'émets plus de 20 000 grammes de CO2. Alors, en train, avec un changement à Calais-Frétin, j'y suis en 1h23 et là, pour le coup, j'émets que 3,3 grammes de CO2 selon la SNCF. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même la différence est énorme parce que depuis près d'un an, la SNCF en fait indique la quantité de CO2 émis selon chaque itinéraire. Alors le calcul donc est clair, voyager en train est de loin par contre la meilleure option pour polluer moins. C'est ça, alors sans réduction, il faut tout de même compter une vingtaine d'euros pour ce trajet, ce qui reste bien plus cher qu'un trajet en voiture, mais il y a d'autres alternatives comme le covoiturage, 2 fois moins cher ou même le vélo pour les plus sportifs. Et durant cette escapade, est-ce que vous faites le choix d'un logement plus durable aussi? Eh ben oui, il faut aller jusqu'au bout dans la démarche. Alors on connaît tous Airbnb ou Booking, mais il y a des plateformes alternatives pour trouver des logements éco-responsables. Sur Gringo par exemple, qui est l'une d'entre elles, eh ben il y a plus de 14 logements dans la région à partir de 50 € la nuit. Et voilà, il y a aussi des gîtes écologiques entre Calais et Boulogne. L'offre est encore assez réduite, mais elle se développe. Donc voilà, je vous propose qu'on les teste ensemble, Marie. Merci beaucoup Nour pour ce bon plan. À la semaine prochaine. On se retrouve bien sûr demain pour la suite de vos magazines.